Bonjour ou bonsoir tout le monde. Dans cette deuxième partie de notre série de vidéos consacrée à la démocratie directe, nous allons voir comment le régime représentatif a été préféré à la véritable démocratie au moment de l'élaboration de la première constitution de la République. Il serait très intéressant aussi d'examiner pourquoi aucune des constitutions suivantes n'a été davantage démocratique, jusqu'à la cinquième que nous subissons encore aujourd'hui et qui est pour ainsi dire monarchique. C'est une enquête que nous aurons peut-être l'occasion de mener dans une prochaine série, mais pour celle-ci, nous limiterons les aperçus historiques afin d'en arriver sans trop tarder à notre objectif pratique d'actualité. On va commencer le 5 mai 1789. La France est en faillite financière. Le roi Louis XVI convoque les États généraux. Il s'agit d'une ancienne institution qui permet de consulter les représentants des trois ordres de la population, la noblesse, le clergé et le tiers-état. Celui-ci est principalement composé des notables des villes, car le suffrage est censitaire, c'est-à-dire n'est accessible qu'à un certain niveau de fortune. Ce sont eux qui rapportent, ces trois ordres, les revendications de la population sous la forme des cahiers de doléances. Le 20 juin, sur fond de discorde entre les deux premiers ordres et le troisième, le tiers-État se voit interdire l'accès à la salle de réunion des États généraux qui se tient à Versailles. Ses membres se replient alors sur la salle du jeu de paume, où ils prêtent le fameux serment de rester unis jusqu'à l'obtention d'une nouvelle constitution. Ils sont plus de 600 à signer, dont plusieurs membres des deux autres ordres, noblesse et clergé, qui se sont ralliés au tiers-État. Devant ce nombre, le roi est forcé d'ordonner aux deux autres ordres de se joindre à la nouvelle Assemblée, qui prend le 9 juillet le nom d'Assemblée nationale constituante. Constituante parce qu'elle est chargée de rédiger une constitution qui sera de monarchie parlementaire. On gardera donc le roi et on limitera son pouvoir par un parlement. Durant ces événements apparaît une première étape de confiscation du pouvoir par les représentants au détriment des électeurs. Traditionnellement, en effet, les délégués aux États généraux sont munis d'un mandat impératif et non représentatif. Impératif, c'est-à-dire qu'ils sont les porte-parole des assemblées primaires qui ont recueilli les cahiers de doléances, mais n'ont pas à parler en leur nom, en leur propre nom. Or, d'emblée, presque à l'unanimité, l'Assemblée nationale constituante écarte le mandat impératif en déclarant que son activité ne peut être suspendue pour permettre aux députés de rendre compte à leurs mandants. Au regard des bouleversements de l'époque, ce choix semble d'importance très secondaire, mais en fait, il est emblématique de la manière dont on considère l'expression de la volonté populaire, soit directe, soit indirecte, avec tous les risques de confiscation du pouvoir que nous connaissons depuis lors. De nombreux tribuns vont chercher dans l'Antiquité le modèle d'organisation qui met en valeur la citoyenneté. Toutefois, dans leur grande majorité, ce n'est pas à la Grèce démocratique qu'ils se réfèrent, mais à la Rome républicaine, qu'ils admirent pour ses vertus héroïques et pour le dévouement patriotique absolu que l'on attend du citoyen, en particulier lorsqu'il s'agit de donner sa vie pour la République. Or, la République romaine était une sorte d'oligarchie censitaire. Seuls votaient ceux qui avaient une certaine fortune et participer activement à la politique signifiait parcourir un cursus honorum, la carrière des honneurs, c'est-à-dire se faire élire aux échelons successifs du pouvoir en mettant en avant ses conquêtes militaires ou ses largesses matérielles ou encore sa brillante éloquence. Il n'est donc pas étonnant que le seul philosophe des Lumières qui ait été invoqué à l'époque soit Rousseau, en raison de l'admiration que Rousseau vouait lui aussi au patriotisme de la République romaine. Mais ce n'est pas en référence à ces principes politiques qu'il avait énoncés dans le contrat social paru déjà en 1762. La souveraineté ne peut être représentée par la même raison qu'elle ne peut être aliénée. Elle consiste essentiellement dans la volonté générale, et la volonté ne se représente point. Elle est la même, ou elle est autre. Il n'y a point du milieu. Les députés du peuple ne sont donc ni ne peuvent être ses représentants, ils ne sont que ses commissaires, ils ne peuvent rien conclure définitivement. Toute loi que le peuple en personne n'a pas ratifiée est nulle. Ce n'est point une loi. Le peuple anglais pense être libre.
Il se trompe fort. Il ne l'est que durant l'élection des membres du Parlement. Sitôt qu'ils sont élus, il est esclave, il n'est rien. Dans les courts moments de sa liberté, l'usage qu'il en fait mérite bien qu'il la perde. Or, Rousseau signale deux conditions matérielles pour que la démocratie authentique puisse être appliquée. Deux conditions d'ailleurs déjà énoncées par Aristote dans sa Politique. D'abord, que les entités politiques soient assez petites pour pouvoir réunir tous les habitants en assemblée générale. Ensuite, que les citoyens soient de conditions économiques proches, afin que, je cite Rousseau, « nul citoyen ne soit assez opulent pour pouvoir en acheter un autre, et nul assez pauvre pour être contraint de se vendre. » Ces deux conditions doivent être prises au sérieux pour notre projet actuel, et nous aurons l'occasion d'y revenir pour montrer comment les satisfaire. Durant les années de la Révolution, la première condition fut au contraire utilisée pour écarter rapidement la proposition démocratique, sous prétexte donc qu'on était beaucoup trop nombreux. Tandis que la question de l'égalité économique, revendiquée par certains activistes, comme nous allons le voir, fut toujours repoussée par les instances de décision à une quasi-unanimité. Marat, par exemple, s'adressant au peuple en septembre 1789, lui affirmait déjà comme une évidence qu'il était impossible que chacun s'occupe continuellement des affaires de l'État et que donc ce soin devait être commis à ses représentants. Et en janvier 93, devant la Convention, il répétera encore plus clairement « Étendre la sanction du peuple à tous les décrets est chose impossible. Ce serait arracher le marchand, l'artiste, le laboureur à leur état pour en faire des législateurs. Ce serait renverser l'ordre des choses, bouleverser l'État et en faire un désert. Le comble de l'imbécilité, pour ne pas dire la démence. » Entre ces deux dates, cependant, 1789 et 1793, une deuxième phase d'opposition entre le pouvoir de la base et le pouvoir représentatif se joue dans le rapport entre les sections parisiennes et la Commune de Paris. Terrain certes plus limité à Paris, mais très important étant donné la place centrale que le peuple de Paris avait prise dans le processus révolutionnaire. Au printemps 1789, Paris est divisé en 60 districts administratifs qui, le 25 juillet, envoyèrent chacun 2 députés former l'Assemblée générale de la commune. Donc on a d'un côté des districts très restreints, très petits, de l'autre côté une commune de 120 députés. Celle-ci fut chargée de régler provisoirement les affaires locales et de préparer un plan d'organisation municipale. Or, le 12 novembre, le district des Cordeliers, qui est l'un des plus agités, fait prêter serment par ses 2 représentants qu'ils se conformeront au mandat des constituants, c'est-à-dire de leur assemblée de base, et qu'ils sont révocables par ceux-ci. La commune réplique que ce serment est attentatoire aux droits des représentants et le déclare nul. Le district persiste, arguant que l'assemblée de la commune n'est que provisoire, ce qui était vrai. Il est alors soutenu par d'autres districts, notamment celui des Prémontrés, qui est aussi l'un des plus actifs, qui insiste sur le fait que le plan d'organisation municipale doit être discuté par tous les districts avant d'être adopté, ce qui signifie que les représentants sont soumis à leur mandataire. On est donc dans un cas d'exigence d'un mandat impératif. L'Assemblée nationale est saisie pour arbitrer le conflit, mais elle ajourne sa décision ayant des priorités, des cas plus importants à régler. Le principal argument contre le pouvoir des assemblées de district était toujours le même. On dénonçait la participation minoritaire d'oisifs ou de doctrinaires et on affirmait que les bons citoyens, dédiés à leur famille et à leurs affaires, n'avaient pas de temps à consacrer à des discussions interminables. Ainsi, par exemple, Peuchet, un représentant modéré de la commune, aussi responsable de la police, On détruirait le système représentatif en voulant que chacun s'occupe directement des affaires publiques. L'Assemblée de la Nation a décrété une législation, un gouvernement, une administration par représentants et non une démocratie pure. Devant le refus de la commune, les districts créent en février 1790 une seconde assemblée générale qui propose un plan municipal alternatif. Celui-ci est rejeté par l'Assemblée nationale
qui reconnaît néanmoins aux districts le droit de se réunir à leur volonté, si bien que s'installe un double pouvoir, d'une part les districts, d'autre part la Commune de Paris, qui durera jusqu'au renversement du 9 Thermidor, c'est-à-dire du 27 juillet 1794. Nous sommes maintenant en mai 1790. Les districts sont remplacés par 48 sections. 48 sections qui sont au départ des circonscriptions électorales, mais qui vont jouer immédiatement un rôle important dans les débats politiques, formant véritablement l'opinion publique et pouvant envoyer des délégations aux diverses autorités pour influencer leurs décisions dans le sens le plus populaire. Les sections, c'est vraiment l'expression des sans-culottes. On estime qu'un dixième environ des Parisiens participaient aux assemblées générales des sections, qui pourtant étaient interdites aux femmes et aux domestiques. On sait que les femmes révolutionnaires ont créé leurs propres clubs, leurs propres assemblées pour faire entendre leur voix, qu'elles n'en sont pas du tout restées inactives pendant cette période. L'assemblée générale de chaque section élisait un comité civil composé de 16 membres qui servait d'intermédiaire avec la commune et s'occupait de la gestion des tâches quotidiennes, déclaration de décès, police, entretien, répartition de l'impôt, attribution des cartes de rationnement, donc toute la gestion quotidienne. On y ajouta bientôt un commissaire de police et un juge de paix. Et en plus, chacune des sections avait sa propre force armée. Cela dure jusqu'au 9-10 août 1792. Les sections, à ce moment-là, jouent un rôle particulièrement important dans le renversement de la monarchie qui se joue dans ce mois d'août. Tandis qu'à l'Assemblée nationale, les tendances monarchistes et républicaines s'affrontent, tandis qu'aux frontières, la Prusse menace la France d'invasion. Le petit peuple parisien ne veut pas rester inactif. Galvanisé par l'arrivée des bataillons de volontaires de province qui viennent sauver la patrie en danger, les 9 et 10 août, les sections constituent une commune insurrectionnelle, donc à la place de la commune qui existait jusqu'alors à Paris. Ils constituent une commune insurrectionnelle qui prend possession de l'hôtel de ville et qui organise la prise des Tuileries où résidait le roi et sa famille. Ceux-ci se réfugient à l'Assemblée nationale, mais sous la pression du peuple, l'Assemblée les arrête et les confie à la garde de la commune insurgée. En septembre, une nouvelle Assemblée constituante est élue pour la première fois au suffrage universel, à l'exclusion toujours des femmes et des domestiques, et moyennant une participation assez faible. Mais enfin, c'est tout de même le premier suffrage universel. Elle prend le nom de Convention nationale. Puisque la monarchie est désormais abolie, elle est chargée de rédiger une constitution, cette fois républicaine. C'est l'époque où culmine l'opposition entre les députés girondins et montagnards, les premiers étant réticents par rapport aux mesures qui instaurent progressivement la terreur. Ces mesures sont notamment la création du tribunal révolutionnaire, du comité de salut public et ensuite du comité de sûreté nationale, toutes instances qui forment une véritable police politique chargée de traquer les suspects, de les juger sommairement et le plus souvent de les condamner à la guillotine. Les sections parisiennes participent à cette traque aux suspects par l'intermédiaire des comités révolutionnaires qui sont créés dans chacune d'entre elles. On arrive en mai-juin 1793. À la suite de nouvelles journées d'insurrection populaire, 29 députés girondins sont arrêtés et les montagnards règnent seuls sur la Convention. Ils font alors voter leur projet de constitution, qui sera dite de 93 ou de l'an 1. Et toutefois, elle ne sera jamais appliquée, car elle sera suspendue dès octobre en raison de la guerre civile qui fait rage. Au printemps suivant, 94, sont également arrêtés et exécutés les partisans de Hébert, un révolutionnaire dit exagéré, mais en fait surtout opportuniste, et puis ceux de Danton. Il ne reste plus grand monde dans la bataille. Le mécontentement populaire augmente, en raison de la terreur et de l'absence d'amélioration matérielle. Pendant ces années, disons entre 92 et 94, 3 membres des sections parisiennes sont particulièrement actifs et virulents, à tel point qu'on les a nommés péjorativement les enragés.
Ce sont Jacques Roux, Jean-François Varlet et Théophile Leclerc. Il s'adresse constamment à la Convention et l'attaque dans des publications, journaux, brochures, en vue de défendre les intérêts du petit peuple, en particulier contre la liberté économique qui est en train d'affamer le peuple. En témoigne ce qu'on appellera plus tard le Manifeste des enragés, qui est en fait une adresse de Jacques Roux à la Convention. La liberté n'est qu'un vain fantôme quand une classe d'hommes peut affamer l'autre impunément. L'égalité n'est qu'un vain fantôme quand le riche, par le monopole, exerce le droit de vie et de mort sur son semblable. La République n'est qu'un vain fantôme quand la contre-révolution opère de jour en jour par le prix des denrées auxquelles les 3/4 des citoyens ne peuvent atteindre sans verser des larmes. Leclerc appuyait les mêmes revendications dans son journal qu'il avait intitulé « L'ami du peuple », reprenant ce titre du journal de Marat après que celui-ci ait été assassiné. Quant à Varlet, qui avait rédigé en 1793 déjà un projet d'un mandat spécial et impératif, il raille l'expression de gouvernement révolutionnaire qui avait été instaurée au moment de la suspension de la Constitution de 93. Il le raille dans cette brochure du 15 Vendémiaire en 3, c'est-à-dire le 6 octobre 94. Quelle monstruosité sociale, quel chef-d'œuvre de machiavélisme que ce gouvernement révolutionnaire. Pour tout être qui raisonne, gouvernement et révolution sont incompatibles, à moins que le peuple ne veuille constituer ses fondés de pouvoir en permanence d'insurrection contre lui-même, ce qu'il est absurde de croire. Le dernier acte se joue bientôt, qui montre la démocratie populaire vaincue par les violences que se livrent entre eux et que lui livrent ensemble les différents aspirants à la confiscation du pouvoir. On est le 9 Thermidor en 2, c'est-à-dire le 27 juillet 1994. Robespierre prononce à la Convention un discours qui condamne les excès de la terreur qu'il attribue à certains membres des comités de salut public et de sûreté nationale. La Convention décrète alors son arrestation, ainsi que celle d'autres députés dont Saint-Just. La Commune de Paris, apprenant cette décision, sonne le tocsin pour mobiliser les sections armées contre la Convention. Donc on a désormais Convention nationale contre Commune qui défend Robespierre et Saint-Just. Ceux-ci et d'autres députés parviennent à se réfugier dans l'hôtel de ville qui est assiégé par les canons de la Convention. Les sections sont appelées en renfort, mais l'incertitude de la situation et les ordres contradictoires, elles sont prises en dilemme entre la Convention et la Commune, font que les forces populaires hésitent et finalement se retirent au cours de la nuit. Des gendarmes prennent d'assaut l'hôtel de ville, arrêtent les députés qui seront guillotinés le matin du 10 Thermidor. C'est la fin des sections qui vont être dissoutes par la Convention thermidorienne, dans la nouvelle convention qui s'instaure à ce moment, et les sections seront remplacées par 12 municipalités coordonnées par un bureau central, autrement dit, il n'y a plus d'indépendance du local. Et bientôt, le Directoire enterrera la Révolution, ouvrant la voie à l'Empire. Il nous reste une partie importante, il nous reste à évoquer les éléments de démocratie directe dans les projets de constitution de 1793. En effet, il y eut deux projets, un premier en février et un second qui fut finalement voté en août. Le premier projet est rédigé par un comité nommé à cet effet par la Convention et qui fut présenté devant elle par l'un de ses membres, le mathématicien et philosophe Condorcet. Condorcet est le seul penseur de Lumière encore vivant à cette époque. Dans les années 1780, il défendait déjà l'instruction publique générale, l'abolition de l'esclavage et l'égalité des femmes. C'était assez exceptionnel. Il publie un article en faveur du droit de cité des femmes dans le journal de la Société de 89 le 3 juillet 1790. Sa conception de la liberté ne se limite pas à la protection des individus contre les contraintes ou les interdictions abusives, ce qui résume la liberté libérale. Il y ajoute la liberté comme autonomie, c'est-à-dire comme le droit de se donner à soi-même sa propre loi, le droit de n'obéir qu'à des lois que l'on a faites ou que l'on a approuvées, ce qui implique une activité politique et pas seulement une tranquillité.
On trouve cette conception dans un article qu'il publie en 1792. Les hommes ont tellement pris l'habitude d'obéir à d'autres que la liberté est, pour la plupart d'entre eux, le droit de n'être soumis qu'à des maîtres choisis par eux-mêmes. Leurs idées ne vont pas plus loin, et c'est là que s'arrête le faible sentiment de leur indépendance. Le nom même de pouvoir donné à toutes les fonctions publiques atteste cette vérité. Presque partout, cette demi-liberté est accompagnée d'orages. Alors on les attribue à l'abus de la liberté, et l'on ne voit pas qu'ils naissent précisément de ce que la liberté n'est pas entière. On cherche à lui donner de nouvelles chaînes, lorsqu'il faudrait songer, au contraire, à briser celles qui lui restent. On appelle parfois le premier projet la Constitution girondine, parce que plusieurs de ses membres font effectivement partie des Girondins. Mais le texte lui-même ne reflète en rien les intérêts bourgeois qu'on associe à cette tendance. Son nom vient en fait surtout du fait que les montagnards l'ont refusé et lui ont opposé un deuxième projet, rédigé, lui, par le Comité de salut public, notamment par les députés Hérault de Séchelles et Saint-Just. Les deux rédactions ont pour première partie la Déclaration des droits naturels de l'homme et du citoyen, ou, selon une autre formulation, des droits civils et politiques de l'homme. Le rôle de la Constitution est d'organiser la société de la meilleure manière pour que ces droits soient garantis. Ces constitutions sont longues, je vais juste en énoncer quelques mesures, les plus démocratiques, d'abord dans le projet de février 1993. Le corps législatif d'abord consiste en une seule Assemblée nationale, élue chaque année, au suffrage universel, à raison d'un député par 50 000 habitants. L'Assemblée élit en son sein chaque mois un président, un secrétaire et un bureau de 13 membres qui préparent les propositions de lois et décrets. Chaque mois, donc, un autre président de l'Assemblée. Il n'y a pas de président de la République. Il y a un pouvoir exécutif qui est assuré par un conseil de 7 ministres, élus chaque année au suffrage universel. Ces ministres ont pour seul rôle d'exécuter, c'est bien un exécutif, d'exécuter chacun dans leur domaine les lois et décrets rendus par l'Assemblée nationale. Pour ce faire, ils dirigent l'administration et l'armée, mais pas la justice, qui est indépendante. Donc, jusqu'ici, ce sont des mesures de régime représentatif, mais avec une rotation rapide qui permet d'éviter la formation d'une classe de professionnels de la politique et avec une définition de l'exécutif qui l'empêche de prendre le pouvoir et de le transformer en régime oligarchique. Mais il y a bien plus. À côté du pouvoir représentatif, il est prévu un pouvoir direct des citoyens. En effet, les assemblées primaires, qui forment les circonscriptions électorales locales dans tout le pays, à raison de 450 à 900 citoyens par assemblée. Donc vous voyez que c'était un nombre raisonnable pour pouvoir débattre en assemblée générale. Ces assemblées primaires ont aussi le droit de délibérer sur des objets qui concernent l'intérêt général de la République, y compris des modifications de la Constitution. Soit que le corps législatif, donc l'Assemblée nationale, décide de consulter l'ensemble de la population sur une question générale, soit que le peuple lui-même demande au corps législatif de promulguer une loi ou de la réformer ou de la révoquer. Il peut aussi exercer un droit de censure, c'est-à-dire refuser une loi en arguant qu'elle est contraire à la Constitution. Les assemblées primaires, donc. Si la consultation est décidée par l'Assemblée nationale, elles soumettent à leurs citoyens une certaine question, et ensuite ces citoyens, pendant 8 jours, peuvent se réunir librement dans une salle publique prévue à cet effet, discuter entre eux, délibérer. Et au bout de ces 8 jours, ils vont répondre individuellement par oui ou par non à la question posée. Les résultats de ces assemblées primaires sont collectés par les départements et puis transmis au corps législatif national qui publie ce résultat général et ensuite doit le prendre en compte pour sa législation. Si maintenant l'initiative émane des citoyens,
il faut d'abord qu'elle soit délibérée et actée par une assemblée primaire. Donc n'importe quelle assemblée primaire peut faire une proposition, qui est ensuite transmise aux autres assemblées de sa commune, puis du département. Si une majorité des assemblées du département se prononce pour la requête, celle-ci est transmise à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale approuve ou non ce projet. Si une majorité des députés l'approuve, un projet de décret doit être délibéré et publié. Si elle est rejetée par les députés de l'Assemblée nationale, mais que les assemblées primaires d'un autre département la réclament à leur tour, la requête devra être soumise à toutes les assemblées de la République. Et au cas où une majorité d'entre elles l'approuve, on élira une nouvelle Assemblée nationale, sans aucun des membres qui avaient refusé la requête. Et alors, la procédure d'élaboration d'un décret sera reprise. Enfin, toute révision de la Constitution doit être faite par une convention élue à cet effet au suffrage universel. Donc ce n'est pas l'Assemblée nationale qui peut revoir la Constitution, c'est une convention élue par, de nouveau, l'ensemble des citoyens de la République à cet effet. Elle peut être demandée par les citoyens eux-mêmes, donc les citoyens ont le droit de demander qu'on révise la Constitution, et sinon, elle doit être convoquée tous les 20 ans par l'Assemblée nationale. Donc il y a une obligation de revoir régulièrement la Constitution, de la resoumettre, avec cette idée qu'une génération ne peut pas imposer à la génération suivante ce qu'elle-même a jugé bon. Cette convention établit seulement un projet de réforme qui doit être soumis à toutes les assemblées primaires. Donc la convention est soumise à l'ensemble des citoyens. Si le projet est rejeté, la convention devra consulter l'ensemble des citoyens sur les questions qui ont semblé problématiques. Si le nouveau projet, tenant compte de ces réponses, est à nouveau rejeté, la convention est dissoute. Ce n'est pas les citoyens qu'on écarte, c'est la convention qu'on écarte. Et une nouvelle convention est éventuellement constituée pour reprendre la consultation. Donc ça, c'est pour ce projet de constitution de février 1993 qui n'a finalement pas été retenu, malgré ces mesures extrêmement, comme vous voyez, extrêmement avancées, tout de même vers une démocratie authentique. Le deuxième projet de constitution, qui a été rédigé par le Comité de salut public, est adopté par la Convention le 24 juin et il est ratifié par référendum pour être promulgué le 4 août 1793. C'est le premier référendum de la République. Il vit une participation d'environ 2 millions sur 7 millions de citoyens. Ces dispositions sont très proches du précédent projet, si ce n'est qu'il est beaucoup moins détaillé et que sur quelques points, il est moins démocratique. Je vais juste reprendre quelques points de comparaison. Ce qui est identique, c'est l'élection annuelle des députés nationaux au suffrage universel, au sein des assemblées primaires. Il y a aussi une certaine délibération des citoyens sur les lois, mais sous une forme plus restreinte, à savoir que les projets de loi sont rédigés par l'Assemblée nationale, envoyés à toutes les communes, et ils peuvent être rejetés si un dixième des assemblées primaires dans la moitié des départements s'y oppose. Une différence aussi est que le Conseil exécutif est composé de 24 membres qui sont élus par l'Assemblée nationale, alors que, souvenez-vous, dans le précédent projet, ils étaient élus directement au suffrage universel. Donc ici, les exécutifs, les ministres sont élus par l'Assemblée nationale sur proposition de candidats présentés par les assemblées de département. Les assemblées de département, c'est un intermédiaire donc entre l'Assemblée nationale et les assemblées primaires, un intermédiaire élu par les assemblées primaires. De la même façon que dans le premier projet, l'exécutif ne fait qu'exécuter les lois et décrets du corps législatif. Il dirige l'administration, il nomme les agents administratifs, qui n'ont aucun pouvoir de décision, bien sûr. Quant aux agents administratifs des communes et des départements, ils sont aussi élus par leurs assemblées respectives. Donc il n'y a pas non plus une imposition par le pouvoir central de la nomination des agents dans les pouvoirs locaux. Le seul point sur lequel
ce deuxième projet de constitution est plus radical que le premier, c'est le droit de résistance à l'oppression. Le premier définissait ce droit et le garantissait, mais sans en indiquer les moyens, tandis que le second se termine par cette phrase sans équivoque. Article 35. Quand le gouvernement viole le droit du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Rappelons que cette constitution n'a jamais été appliquée car elle a été suspendue dès octobre 1793 par un gouvernement révolutionnaire d'exception. Et puis, elle a été remplacée par la constitution de l'an 3, 1795, qui établit le directoire, régime nettement plus oligarchique. Cependant, il en est toujours resté quelque chose, car au cours du XIXe siècle, elle a régulièrement servi de modèle de référence lors de révoltes populaires, lors de révoltes même révolutionnaires. On réclame à certains moments la reprise et l'application de cette constitution de 93, ce qui montre en tout cas que la République n'a pas toujours été l'oligarchie qu'elle est aujourd'hui.